Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo avec mon visage. J'espère que ça va vous faire plaisir parce que je sais que vous aimez bien avoir un petit contact comme ça visuel. Moi j'aime bien regarder les vidéos aussi de mes youtubeuses préférées avec leur visage. Donc, ça fait longtemps effectivement que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai essayé de garder un petit contact avec vous, que ce soit avec des vidéos, sur la nature. Je vous ai mis un peu au courant de ma petite visiteuse qui était la chouette pendant quelques jours. J'ai fait une balade aussi, dans la nature, pendant une pause repas, après une pause repas. J'ai traversé, et ce n'est pas fini, mais des moments très difficiles. Sans aucune exagération, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui pourraient supporter, tout ce que j'ai supporté. C'est comme ça, dans la vie, on doit traverser des épreuves, surmonter des obstacles, tomber et se relever. Donc c'est aussi, ça la résilience. Donc quelles que soient les difficultés que vous traversez, gardez espoir, prenez courage, hem et puis, remontez les manches. Et puis respectez, votre conscience, agissez en fonction de ce que vous pensez, que vous croyez, quelles sont vos valeurs, peu importe, en fait les épreuves. Voilà, donc en espérant que les choses se stabilisent, que ça aille mieux pour tout le monde et que chacun puisse, en tirer les leçons et avancer. Voilà, la vie est courte, hein, donc il faut essayer d'être, de bonnes personnes. Essayer de bien se comporter, moi c'est ce que je pense en tout cas et c'est, vraiment, mes intentions pour les quelques années qui me restent. Donc j'espère qu'elles vont être nombreuses, très longues et puis que je pourrai faire du bien autour de moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Essayer de devenir une meilleure personne, de faire moins d'actes manqués, avoir moins de culpabilité et aussi, agir avec beaucoup plus de conscience et de responsabilisation. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que vous allez apprécier la lecture du chapitre 6 du livre de Caroline de Surani, Mon programme Ikigai. Donc là, on est au chapitre 6 et vous voyez, il en restera encore 6. 6 chapitres. Parce que c'était pour une durée de 12 semaines. Pour mieux se connaître et trouver sa voie. Hein, je vous rappelle, l'ikigai, c'est japonais à la base. Et c'est vraiment pour apprendre à, comme on dit couramment, devenir la personne qu'on doit être. À faire des choix, faire des actions qui nous correspondent davantage. Alors le chapitre aujourd'hui, c'est le titre Je creuse la question. Alors, on va mettre les lunettes. Oh, elles sont pas très propres, on dirait. Non, elles ne sont pas très propres. Non, je vais faire pause, je vais les nettoyer. Ça va être plus facile pour lire. Donc voilà, j'ai mis mes lunettes. J'essaie de me recoiffer un petit peu. J'ai coupé les cheveux moi-même. Des grands coups de ciseaux, comme j'avais fait un petit peu une fois en vidéo. Ça m'évite d'aller chez le coiffeur parce que en fait, j'ai dépensé beaucoup d'argent, entre guillemets, pour des livres. Ça, c'est mon gros péché, comme on dit, mon péché mignon. C'est vraiment l'achat de livres. Donc ça, j'ai pas terminé avec ça. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup me développer. Et c'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte cher. Et les livres en numérique, j'aime pas trop en fait. Parce que moi, j'aime beaucoup écrire dans les livres. Ils mettent un peu ma petite patte, comme on dit. Alors allons-y, je vous mettrai en description à quel moment se situent les jeux pour que vous puissiez aller directement aux jeux qui vous intéressent. Cette semaine, nous allons regarder ce qui se passe autour de vous pour mieux vous comprendre. Quelles sont vos interactions avec les autres? Où en êtes-vous avec vos proches?
Vos relations en disent plus sur vous que ce que vous pouvez en penser. La quête de votre être véritable peut continuer. À vous de jouer. Alors voici le petit dessin. Il y avait ce... Voilà, je pense qu'on peut le faire à l'aquarelle par exemple. C'est assez joli. On dirait comme des petits lotus, hein, mais des petits lotus un petit peu particuliers. Alors, je vais vous faire grâce de toute l'écriture qui se trouve là, sinon ça serait beaucoup trop long. Là, on nous parle de l'origami. Je ne sais plus trop quel est le lien, mais je vais vous le lire. Pardon, c'est là le dessin. Et ce que j'aime dans ce livre, ce sont les couleurs, les petits dessins un petit peu naïfs, un petit peu sympathiques, comme ça, avec des couleurs vives. Origami, tout est possible. Pour bien se connaître, rien ne vaut les activités méditatives qui vous permettent d'être seul avec vous-même. Au Japon, nombreux sont ceux qui pratiquent l'origami. C'est l'art de plier le papier, à l'origine destiné à décorer les tables. Il est enseigné aux enfants à l'école et il a pris une importance symbolique considérable depuis son invention au VIe siècle. Bien plus qu'un passe-temps pour enfants sages, à qui le pratique, on dit que tout devient pratique, possible. Ah, d'accord, oui. Bien plus qu'un passe-temps pour enfants sages, à qui le pratique, on dit que tout devient possible. Cette idée vient du fait qu'il semble au départ impossible de créer des formes complexes par de simples pliages. Pourtant, avec persévérance, on finit toujours par y arriver. Une croyance populaire prétend même que si l'on arrive à plier 1000 grues, on pourra réaliser son souhait le plus cher. On peut voir aux fenêtres de certains villages des guirlandes de 1000 grues de toutes les couleurs. Symboles de paix, elles ont la même fonction que les guirlandes de drapeaux tibétains. Savez-vous quel serait ce vœu que vous aimeriez faire après avoir plié vos 1000 grues? Vous avez le temps d'y réfléchir en commençant vos pliages. Donc c'est vrai que ça représente en fait tous les petits pliages qu'il faut faire pour arriver à l'objet final. Le petit animal final ou l'objet. Alors le premier jeu, c'est quand on arrête de se faire des films sur soi et sur les autres, on y voit beaucoup plus clair. Voici quelques pistes pour repérer ce que vous vous racontez et déchiffrer ce que l'on dit de vous. Amusez-vous à enquêter sur vous comme si vous ne vous connaissiez pas. C'est plus amusant et plus efficace. Le jeu est « Qui enviez-vous » Puisque nous avons vu que les gens que l'on envie peuvent nous éclairer sur ce que nous voulons vraiment, creusons un peu la question. Alors voici le jeu. Listez les personnes que vous jalousez. N'ayez pas honte, c'est un sentiment naturel. Celles que vous enviez, le sentiment que vous éprouvez à leur égard est plus positif. Et celles que vous admirez, là, pas d'ambiguïté. Effectivement, ça peut être mal pris de dire qu'on envie une personne. On pourrait penser que c'est vraiment négatif, mais là, on nous dit que non. Il faut essayer de le voir de la façon positive. Et quand on parle de quelqu'un qu'on admire, bon là, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, c'est vraiment parce que on aimerait vraiment ressembler à cette personne. Au moins 3 personnes par catégorie pour bien faire le tour. Et à côté de chaque nom, notez 3 qualités de cette personne que vous aimeriez avoir vous aussi. Allez-y spontanément sans trop réfléchir. Indiquez aussi un ou 2 accomplissements de chacune de ces personnes qui vous font rêver. Une route que vous auriez aimé suivre, un diplôme que vous auriez aimé avoir. Ok. Regardez si certaines des qualités et certains cheminements reviennent, se regroupent, se recoupent, ouvrent sur une forme de logique. Essayez de comprendre ce que cela indique de vos véritables envies. Après ce bilan tout simple, vous devriez vous sentir allégé du poids de la culpabilité liée à la jalousie et avoir de nouvelles perspectives pour votre avenir, même si vous n'avez pas concrètement de direction précise. Laissez-vous le temps, nous avançons pas à pas. Ok, donc ça c'est un premier jeu, c'est pas mal. Oui.
Ça enlève effectivement la culpabilité de la jalousie, parce que la jalousie, on dit, c'est un vilain défaut, hein. C'est vrai qu'à la base, normalement, on devrait réprimer ce sentiment. Mais là, c'est plutôt pour nous faire comprendre qu'on envie ceux et on admire ceux à qui on aimerait ressembler. Le défi suivant, c'est vivez votre rythme idéal. Cette semaine, nous allons vous faire changer de rythme. Vous allez dès aujourd'hui casser votre train-train habituel. On a tous des habitudes, des manies qu'on a du mal à lâcher. De temps en temps, il est nécessaire de prendre l'air et de voir si ce rythme-là vous convient toujours. Levez-vous 20 minutes plus tôt ou 30 minutes plus tard que d'habitude. Si vous prenez votre douche avant le petit déjeuner ou le contraire, inversé. Partez un peu plus tôt ou un peu plus tard de chez vous. Changez de moyen de transport pour vous rendre au travail. Et si vous tentiez le vélo, le bus, déjeunez un peu avant votre heure habituelle. Si vous mangez souvent un sandwich rapide, essayez un déjeuner assis. Si vous prenez toujours votre temps, tentez d'avaler un snack sur le pouce. Donc il faut faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Modifiez votre heure d'arrêt de travail, quitte à rester plus tard si partir plus tôt n'est pas envisageable. Si vous vous précipitez chez vous après le travail, cette fois prenez votre temps. Flânez ne serait-ce qu'un quart d'heure. Zappez l'apéro ou au contraire, tentez ce verre de début de soirée que vous ne vous autorisez jamais d'habitude. Dînez à une heure différente. Couchez-vous au moins une heure plus tôt ou plus tard au feeling. Bref, changez le plus possible les horaires de vos repères quotidiens, ne serait-ce que de quelques minutes. Faites le point. Qu'est-ce qui vous a plu? Continuez une dizaine de jours pour trouver le bon rythme. Restez ouvert, expérimentez. C'est le meilleur moyen de savoir ce qui vous va. Et si votre ancienne organisation vous allait mieux, reprenez-la. Mais pas avant 9 jours. Juste pour être sûr que ce n'est pas l'habitude qui parle. Ok. C'est intéressant, ça me fait penser à autre chose. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, mais j'ai trouvé une personne qui parle de certaines habitudes pour développer... Comment ça s'appelle? J'ai écrit ça sur un... Voilà, chaque jour, il faut une de ces 4 victoires. Une victoire physique, une victoire mentale, une victoire spirituelle, une victoire sociale. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet de changer. Pas tous les jours la même victoire, mais on garde les mêmes catégories par contre. Et l'objectif, c'est qu'à la fin d'une journée, on ait atteint nos 4 victoires. Donc ça renforce un petit peu notre estime de soi. Si on pense que toujours on ne fait pas des choses vraiment épatantes ou on n'a pas de quoi être fier de nous, si un peu on travaille quotidiennement un petit peu sur chacune de ces sphères-là et qu'on arrive à atteindre des objectifs très simples en fait, on peut vraiment gagner en confiance. Et l'estime de soi, quand même, qui est quand même assez fondamentale, moi j'en suis persuadée, ça nous permet de bien interagir avec les autres, d'apprécier leurs valeurs si on se respecte nous-mêmes en partant. Donc, ça vaut la peine. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi. Le 3e jeu, c'est visualiser et créer votre cadre idéal. Avez-vous remarqué à quel point on se sent mieux dans un environnement qui nous ressemble? C'est pourquoi on personnalise souvent son bureau avec des photos, son appartement avec de la déco. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre lieu de travail idéal? Alors voici ce qui nous est proposé. Rassemblez des magazines de déco et de voyage, ou bien connectez-vous à un site internet de photos d'inspiration. Prenez quelques minutes pour vous détendre. Installez-vous confortablement et assurez-vous que vous ne serez pas dérangé. Choisissez sans réfléchir au pourquoi du comment les photos qui montrent un univers qui vous plaît. Rassemblez au moins 80 photos.
Listez les 30 qui vous plaisent le plus, rassemblez-les sous forme d'un tableau d'inspiration. Imprimez-le s'il est virtuel. Prenez votre carnet et collez vos images dedans. Listez ce que vous remarquez avec ces images. Y a-t-il d'autres personnes sur les photos? Les images ressemblent-elles ou représentent-elles, une certaine solitude? Comment les couleurs sont? Est-ce qu'elles sont plutôt douces, sobres, flashy? Y a-t-il de l'espace et de la sobriété ou, au contraire, une certaine chaleur et de l'accumulation d'objets? Prenez conscience de ce qu'est votre idéal et de ce qu'il est possible de faire pour que votre lieu actuel s'en rapproche. Listez les petites et les grandes actions concrètes que vous pourriez faire pour accéder à un cadre plus proche de vos aspirations. Par exemple, changer les rideaux pour mettre des stores en bois, faire un grand tri pour ne garder que l'essentiel, acheter une grande photo de plage, choisir une seule couleur et remplacer petit à petit ce qui n'est pas la bonne couleur, etc. Réalisez tout de suite 3 petites choses de cette liste qui vont transformer votre cadre. Planifiez les autres actions. Par exemple, repeindre le mur le mois prochain. Vous avez vu, on peut peindre un plafond avec de la peinture ordinaire, acrylique. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus. Donc, vous avez certainement de la peinture chez vous. Vous pouvez faire des petits changements chez vous. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des choses qui coûtent cher. Investir dans un nouvel ordinateur plus compact avant la fin de l'année. Ça coûte cher, ça. Dater chaque petit et grand pas vers votre idéal en restant réaliste. Attention aux contraintes de budget et de temps. Voilà, c'est ça. Appréciez à quel point il est agréable de travailler dans un espace qui vous ressemble un peu plus. Parfois, il suffit juste de déplacer les meubles. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Donc, on peut faire un bon tri, le fameux désencombrement. Vous pouvez effectivement changer les couleurs, mais changer aussi de place. C'est un peu comme les enfants, vous savez, quand ils ont toujours les jouets à disposition. J'ai même fait ça avec mon chat. C'est-à-dire quand il y a toujours les mêmes objets à voir, on se lasse. On se lasse, on n'apprécie plus ce que nous avons. Alors que si vous les rangez un petit peu, et puis que vous alternez un peu le changement, vous mettez un objet, vous le mettez en valeur, après, un mois plus tard, vous l'enlevez et vous rechangez un petit peu la déco, vous changez certains meubles de place, etc. Vous ajoutez un coussin ou alors une couverture. Même, vous pouvez faire des changements en fonction des saisons. Je trouve que c'est vraiment c'est super. Il n'y a pas forcément besoin que ça coûte très cher et que ça soit non plus fastidieux à faire, mais vous pouvez faire de tout petits changements qui améliorent votre quotidien et qui ressemblent plus à ce que vous voulez, qui vous correspond plus en fonction de vous en ce moment. Alors, le jeu suivant, c'est quoi? La loi des 5 personnes. Saviez-vous que vous êtes à l'image des 5 personnes que vous fréquentez le plus? Si vous voyez une majorité de gens négatifs, vous aurez tendance à l'être vous-même. Si vous partagez une grande partie de votre temps avec des personnes agressives, cela aura une incidence sur votre capacité à rester zen. Alors, faisons le point. Listez les personnes que vous voyez le plus. Alors, je suppose que ce n'est pas simplement voir, ça peut être aussi à qui vous parlez, avec lesquels vous interagissez. Vous voyez, c'est ça. Parce que moi, par exemple, pour parler que de moi, là, pour l'instant, par exemple, je fais du télétravail. Donc, je ne vois pas beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire en fonction de votre réalité. Est-ce que comment est-ce que vous passez du temps avec des gens? Ensuite, listez donc les personnes que vous voyez le plus, pas celles que vous aimez le plus, ni celles avec qui vous préféreriez passer du temps, mais réellement, mathématiquement, les gens avec qui vous passez vos journées, vos soirées, vos week-ends.
À côté de chacune de ces personnes, notez les 3 caractéristiques qui vous viennent tout de suite à l'esprit. Tant pis si ça n'a pas de sens, si ça vous semble bizarre ou pas tout à fait juste. Entourez en rouge dans cette liste ce que vous ne voulez plus et en vert ce que vous souhaitez encore plus. Alors, y a-t-il plus de vert ou de rouge? Y a-t-il une personne très rouge? Alerte rouge, hein, il faut l'éviter à tout prix. Listez maintenant les qualités que vous aimeriez développer et à côté de chacune, essayez de trouver au moins une personne de votre entourage qui en est pourvue. Petit à petit, essayez de voir plus les personnes qui ont les qualités auxquelles vous aspirez et éloignez-vous peu à peu de celles qui ont trop de caractéristiques qui ne vous conviennent plus. Plus. Pas plus, mais plus. Faire du désencombrement de personnes toxiques, hein, de notre entourage qui ne nous apporte rien de bon et qui nous fait plonger vers le bas. Donc, essayons de trouver plus de personnes avec les qualités, les valeurs que nous voulons avoir. Notre entourage dit beaucoup de nous. Il peut sembler volage et futile de s'éloigner de gens à qui on n'a pas envie de ressembler. Mais en réalité, il faut chercher à comprendre pourquoi nous les voyons. Souvent, c'est par obligation, habitude, lâcheté, autant de sentiments qui nous pèsent et qu'il est temps d'abandonner. Bon, c'est intéressant, hein? Alors, le défi suivant, le titre, c'est « Où en êtes-vous avec la vie ?» Oh là là, c'est un grand titre, ça! Alors, en savoir plus sur vous-même, c'est aussi savoir où vous en êtes niveau satisfaction. Quels sont les domaines qui ont besoin d'être stimulés? Où avez-vous besoin d'aide? Sur quel plan devez-vous agir le plus rapidement? Alors, regardons cela de plus près. Dessinez un grand arbre sur une feuille blanche A4. Ne dessinez pas les branches pour l'instant, juste le tronc. Chacun des domaines de votre vie sera représenté par une branche. Plus vous êtes heureux dans ce domaine, plus la branche sera belle, grande et fleurie. Moins vous êtes satisfait, plus la branche sera petite, sans feuilles, dégarnie, cassée. Alors voici la liste des domaines. Santé, loisirs, travail, famille, relations amoureuses, amis, temps pour soi. Donc moi j'en ai 7 branches. D'accord? Je répète les domaines. Santé, loisirs, travail, famille, relations amoureuses, amis et temps pour soi. Écrivez le nom du domaine que chaque branche représente. Okay? Observez votre arbre. Est-il équilibré? Quelles sont les branches les plus endommagées? Quelles sont les branches les plus en forme? C'est vraiment intéressant comme activité. Il y a toujours des domaines qui sont plus épanouis que d'autres. Alors réfléchissez comment vous appuyez dessus pour améliorer l'ensemble de votre arbre. Oui, imaginez un petit oiseau qui vient, imaginez un petit oiseau qui vienne. Imaginez un petit oiseau qui vient. Ah, c'est la fin de la journée, le subjonctif, imaginez que. Donc, imaginons, s'il se posait sur la branche, par exemple, santé, est-ce que la branche va casser? S'il s'appuyait sur la branche ami, est-ce que c'est solide? Est-ce que le petit oiseau se sentirait en sécurité? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une branche sur laquelle il pourrait rester longtemps? Vous voyez, c'est des questions qu'on peut se poser. Il peut être frustrant de constater que nombreux de ces domaines ne sont pas au top. Mais c'est essentiel de savoir où vous en êtes pour envisager comment vous allez pouvoir changer les choses dans votre vie. C'est ça, hein, nous avons le pouvoir d'identifier les domaines qui ne nous correspondent pas ou ne correspondent plus
qui sont fragilisés, qui sont sur le point de craquer. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme action concrète pour solidifier, pour que chacune de ces branches de cet arbre soit solide et nous maintienne en sécurité. Et puis même puisse produire du fruit, hein, des feuilles et des fruits, pourquoi pas, des fleurs, etc. Alors, le jeu suivant, ah, j'aime beaucoup le triangle de Karpman. Karpman, Karpman. Très, très intéressant. Écoutez bien, alors là, vous avez besoin d'un stylo. Je vois que c'est comme un questionnaire. Ok, donc vous prenez, si vous voulez faire le jeu, c'est vous prenez un stylo, puis je vais vous dire, par exemple, il y a combien de questions? 6, ok? Donc vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, vous allez bien écouter ce que je vais vous dire et vous allez choisir la lettre qui correspond à votre réponse. Et après, ce que je peux voir, c'est ça. Après, vous allez compter combien vous avez de A, combien vous avez de réponse B et combien vous avez de réponse C ou de D. Intéressant. Donc, vous avez 4 possibilités à chaque fois. A, B, C ou D. D'accord? Donc, 1 jusqu'à 6. Puis, vous allez choisir de A à D quelle est votre réponse pour chacune des catégories. Ensuite, vous allez compter combien vous avez de A, combien vous avez de B, combien vous avez de C, combien vous avez de D. Et au final, eh bien, vous allez savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Donc, ce jeu s'appelle le test des schémas triangulaires. Êtes-vous une victime? Êtes-vous un bourreau? Êtes-vous un sauveur? Selon Karpman, un psychiatre à l'origine de nombreuses théories d'analyse transactionnelle, dont le triangle est la plus connue, nous vivons beaucoup de nos relations à travers des rôles. Lequel rôle endossez-vous le plus souvent? Alors, faisons le test pour le savoir. Première catégorie. Votre compagnon ou votre compagne veut vous quitter. Imaginez. Voici votre première réaction. Numéro A. Enfin, le chiffre A. La lettre A. Vous lui hurlez dessus. Vous la ou le menacez. Ça ne va pas se passer comme ça. Pas numéro, mais lettre B. Vous avez l'impression qu'il ou qu'elle est déprimé. Vous vous demandez comment l'aider. C. Vous pleurez et vous persuadez que tout est foutu, que c'est foutu. Donc, vous êtes persuadé, ils ont oublié être. Donc, vous pleurez et vous êtes persuadé que c'est foutu. Ça, c'est le C. Je vais y arriver. Réponse D. Vous cherchez à comprendre et vous lui demandez comment vous pourriez vous entendre. D'accord? Vous avez compris? Le A, c'est donc votre compagnon ou votre compagne veut vous quitter. Ça, c'est la situation. Le choix numéro A, c'est vous lui hurlez dessus. Vous le ou la menacez. Ça ne va pas se passer comme ça. Le choix B, c'est vous avez l'impression qu'il ou qu'elle est déprimé et vous vous demandez comment l'aider. Le choix C, c'est vous pleurez et vous êtes persuadé que c'est foutu. Le choix D, vous cherchez à comprendre et lui demandez comment vous pourriez vous entendre. Deuxième scénario. Vos vacances sont annulées car vous devez remplacer un collègue malade. Choix numéro A. Il va voir de quel bois vous vous chauffez cet escroc. Choix B. Vous l'appelez pour lui proposer de venir le voir et lui apporter des médicaments. Choix C. Vous saviez que de telles vacances, c'était trop beau pour être vrai. Excusez-moi, je suis obligée de sourire, c'est tellement... c'est amusant. Choix D.
Vous mettez tout en place pour décaler vos vacances, vous faire rembourser vos billets d'avion, etc. Scénario numéro 3. Annie vient vous rendre visite et vous raconte ses déboires avec son patron. Choix numéro A. Choix A, pardon. Vous vous moquez un peu d'elle et vous trouvez que son patron a quand même assez raison. Choix B. Vous lui proposez de téléphoner à son patron tellement vous trouvez inadmissible son attitude. Choix C. Vous la rassurez en lui racontant à quel point pour vous c'est pire. Et choix D. Vous l'écoutez avec empathie et lui suggérez 2 ou 3 idées pour s'en sortir. Votre voisin, ça c'est le scénario suivant, hein, le numéro 4. Votre voisin vient vous hurler dessus à cause d'un problème de poubelle mal trié. Choix A, vous hurlez plus fort. Non, mais pour qui il se prend celui-là? Choix B, vous vous rendez immédiatement dans le local poubelle pour régler le problème. Choix C, vous vous effondrez, vous vous confondez en excuses entre 2 sanglots. Et choix D, vous lui demandez s'il veut entrer boire un verre, histoire de vous expliquer calmement le souci, car vous n'avez rien compris. Le 5e scénario, c'est « Votre mère vient dîner ce soir. Elle arrive 20 minutes en avance. » Le choix numéro A, c'est « Vous lui reprochez d'être déjà là. » En fait, une généralité négative. Tu ne peux pas respecter mon intimité, de toute façon, tu n'as jamais pu. Choix B. Vous lui demandez si sa journée s'est bien passée, si elle a des ennuis en ce moment, si vous pouvez faire quelque chose pour elle, car elle a mauvaise mine. Choix C. Vous vous plaignez, heureusement qu'elle est là, car personne ne vous comprend ni ne vous respecte. Vous n'en pouvez plus de ce monde de brutes. Choix D. Vous l'accueillez avec enthousiasme, vous lui offrez un verre et l'installez dans le canapé le temps de finir 2 ou 3 choses. Et le 6e scénario, c'est le dernier. Le fromager se trompe sur la monnaie qu'il vous rend. Le fromager ou le boulanger, hein, je pense que ça n'a aucune importance. Le choix numéro A. Vous faites un scandale, il est malhonnête, vous le traitez de tous les noms. Le choix B. Vous lui faites remarquer qu'il s'est trompé. D'ailleurs, il n'a pas l'air en forme. N'aurait-il pas besoin de repos? Vous lui faites part de la peine que vous avez pour lui. Choix C. Vous ne dites rien. De toute façon, tout le monde passe son temps à vous arnaquer. Vous n'avez même plus la force de vous défendre. Et choix D. Vous lui faites remarquer gentiment et si ça recommence, vous changerez de crèmerie ou de boulangerie. Alors, si vous avez fait le jeu, notez combien vous avez de A, d'accord? Vous comptez. Notez combien vous avez de B, notez combien vous avez de C, notez combien vous avez de D. Donc, normalement, il faut chercher le maximum. Où se trouve votre maximum de réponses? Si vous avez un maximum de A, alors vous faites partie du rôle le bourreau. Alors voici ce qu'il est dit en commentaire. Vous avez une certaine agressivité qui a besoin d'être exprimée. Vous vous placez souvent en position d'attaque. Vous donnez des ordres. Il vous arrive d'humilier ou de blâmer les autres et de les considérer comme inférieurs. Quand vous repérez cette attitude, prenez un peu de recul et essayez d'exprimer votre nervosité autrement.
est-ce que vous pouvez exprimer votre nervosité autrement que par l'agressivité et de l'attaque? Donc voici des suggestions. Par exemple, dans le sport, dans la créativité. Si vous avez un maximum de B, alors vous êtes dans le rôle du sauveur. Vous aimez vous porter au secours des autres, les aider à se sortir de situations difficiles. Mais voici le souci. Votre aide est en réalité souvent étouffante et inefficace. Quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de prendre la posture du sauveur, lâchez prise. Laissez la personne gérer son souci. D'accord? Vous avez assez de vos propres soucis. Vous ne pouvez pas sauver toute la planète. Et puis aussi, ce que j'avais lu quelque part, quand on veut absolument sauver, rendre service, on ne se respecte plus nous. On ne respecte plus nos limites. On n'est plus à l'écoute de nous. Et il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Donc du coup, on se laisse envahir par les autres, par leur négativité. Et qui va nous sauver, nous? D'accord? Donc c'est ça, c'est très intéressant. Prendre vraiment, lâcher prise et laisser la personne gérer son souci parce que elle est capable. On est tous capables de gérer nos propres problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de l'aide, hein, mais on a plus de ressources qu'on ne le pense souvent. Et puis, c'est pas valorisant pour l'autre personne. Si vous êtes tout le temps en train d'aider les autres, sans leur permettre de prendre ce pouvoir de régler leurs propres problèmes, c'est vous leur enlever ce privilège ou c'est un peu, ça peut paraître dégradant pour l'autre personne parce qu'elle se dit, ben, ça veut dire que je ne suis pas capable, je ne peux pas régler mes problèmes par moi-même, même les autres s'en rendent compte, je ne suis vraiment pas compétente. Enfin, vous voyez, donc pensez à ça aussi, avoir un peu de retenue sur l'aide qu'on propose, ou qu'on donne de façon spontanée, parce qu'on peut enlever du pouvoir à l'autre. Et si on a un maximum de C, alors on est dans le rôle de la victime. Vous attirez les autres par la pitié. Vous vous mettez en position inférieure, de peur d'être jalousé, et vous cherchez un bourreau pour vous confirmer que vous ne valez rien. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous imaginez pour vous sortir de cette situation. Alors quand vous vous surprenez à vous lamenter, à analyser la situation, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui doit être changé? Quelles actions pouvez-vous entreprendre concrètement et immédiatement? C'est ça. Parce que sinon, d'après ce que je lis là, ça veut dire que si on se met en position de victime, on se sent au fond de nous inférieur aux autres. Et du coup, c'est comme on va attirer pareillement toutes ces mauvaises personnes, enfin les personnes qui vont nous faire du mal. Parce que qui dit victime dit bourreau, hein. Donc, pour qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait des bourreaux. Et pour qu'il y ait des bourreaux, il faut qu'il y ait des victimes. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Donc, il faut briser ce cercle-là à un moment donné. Donc, par exemple, ça peut être brisé soit par le bourreau, la personne qui se rend compte que finalement, elle est agressive, elle est tout le temps en train d'attaquer les autres. Elle peut décider d'arrêter ça, de s'en sortir. Donc, vous voyez, d'exprimer son agressivité autrement que de s'en prendre aux autres. Et du coup, ça va libérer un peu les personnes qui se mettent en situation de victimisation. C'est ça. Parce que ce que j'ai compris aussi dans ce triangle de Karpman, c'est que on a tous joué un jour ou l'autre un de ces rôles. Ou alors on a un rôle favori, on va dire. Mais l'idéal, c'est de rester le moins longtemps possible dans ce triangle. C'est vraiment de s'en sortir. C'est n'être ni un bourreau, ni un sauveur, ni une victime, de façon trop longue. Voilà. C'est ce que j'ai pu comprendre. Sinon, c'est vraiment un cercle, un cercle, c'est pas vertueux, mais vicieux.
Alors si vous avez un maximum de dés, bah bravo, vous n'entrez pas dans le triangle de Karpman. Beau réflexe, continuez. Donc si vous avez envie de vous en sortir, quel que soit votre rôle dans lequel vous êtes empêtré, ou vous n'arrivez pas à vous en sortir de ce rôle-là, c'est comme une étiquette qu'on vous a mis sur la tête, là, c'est comme pas moyen d'y échapper. Ben, essayez de vous rapprocher davantage de des personnes qui auraient choisi D. Hein? Donc réécoutez, puis essayez de voir ben, quelles sont les actions que j'aurais pu faire, ou quels sont les choix que j'aurais pu prendre au niveau du D qui m'auraient permis d'éviter d'être soit bourreau, soit sauveur, soit victime. Donc c'est un très beau jeu. Hein? Le dernier jeu s'appelle Les histoires que je me raconte. Poussons un peu plus loin le concept de se raconter des scénarios positifs. Listez ce que vous ne savez pas et qui vous frustre. Quels sont les sentiments de votre conjoint? Votre patron va-t-il vous augmenter? Votre livre va-t-il se vendre? Vos enfants vont-ils être heureux? Allez-vous vous marier, etc. Donc, il faut lister tout ce qu'on ne sait pas actuellement, qu'on aimerait bien savoir, parce que ça nous éviterait de nous stresser avec ça. Prenez 3 questions qui vous angoissent le plus et, pour chacune, imaginez un scénario idyllique. Prenez bien le temps d'écrire tous les détails de votre histoire. Par exemple, à la question « Est-ce que votre patron va vous augmenter ?» Imaginez la scène au cours de laquelle il vous complimente, qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Pour quel motif vous félicite-t-il? Comment est son regard? Combien exactement vous accorde-t-il? À quel titre? Etc. Savourez votre scénario et vivez-le comme s'il était vrai. Incarnez-le le plus possible en sentant les odeurs, l'ambiance, la température, les détails auditifs et visuels. Au bout de 17 secondes, votre cerveau ne saura plus faire la différence entre votre scénario et la réalité. Vous devriez donc arriver beaucoup plus détendu et positif à votre entretien pour une augmentation puisqu'elle vous a déjà été accordée, non? Ah, c'est très intéressant. Ok, d'accord. Bon, je pense que je vais essayer. C'est ça, il suffit d'avoir une belle imagination et puis on en a tous. Hein. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que vous allez aimer certaines activités qui sont proposées dans ce livre. Comme d'habitude, j'espère que vous allez pouvoir me faire savoir si vous avez aimé le contenu par un petit pouce, par un partage, par un commentaire. Hein, ça m'encourage et puis ça fait connaître la chaîne à d'autres personnes éventuellement. Si c'est possible, si c'est dans vos capacités, je pense que oui. C'est votre façon de me remercier pour les contenus et puis de m'encourager. Donc, merci déjà d'avance. Merci pour tout ce que vous faites aussi. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je pense que je vais poster ça demain samedi. Parce que là, on est vendredi. J'ai terminé le travail et puis j'ai fait ma petite vidéo. Comme ça, je vais peut-être essayer de voir si je peux faire d'autres vidéos avec, par exemple, du collage ou je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai rien fait. Des cartes. Je fais des petites cartes, moi, de mon côté. Je continue mes petites cartes. Je vous avais montré ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse. Est-ce que vous aimeriez que je refasse de la gel presse, qu'on s'amuse à faire un peu d'aquarelle ou des activités d'art-thérapie? Je suis ouverte à vos suggestions. Donc, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.